Bien, Michel Séguier, bonjour. Je souhaitais vous rencontrer et avoir votre témoignage pour réfléchir aux grands problèmes qui nous affectent aujourd'hui, surtout quand on perd nos références. Je pense à ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Tout d'un coup, des populations se retrouvent vis-à-vis de phénomènes d'une gravité exceptionnelle et perdent leurs repères. Les banlieues en France, les affaires que nous avons dans les lycées, ou toute situation dans laquelle on ne comprend plus et nos manières de faire, nos cadrages, nos plans, nos outils semblent nous échapper. Alors vous êtes allé travailler sur d'autres territoires que le nôtre, vous avez été confronté directement à des problèmes majeurs en termes de survie de population, dans ces situations extrêmes, qui peuvent avoir des enseignements pour nous directement. Euh, Quelles ont été vos expériences, vos découvertes, et peut-être à la fin, les quelques enseignements qui seront bons là-bas, sur ces territoires, mais probablement aussi qui ont un impact en termes d'enseignement pour nous, directement. Alors c'était pour vous écouter là-dessus. Je sais que vous avez été envoyé par l'UNICEF en 97 sur que faire au Rwanda aujourd'hui, que vous avez continué sur Goma et ces territoires extrêmement compliqués. Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu dans un premier temps sur c'est quoi la découverte que l'on fait lorsqu'on est confronté à cet impossible et, et qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Ben, on va essayer. Bon, d'abord, je situe le cadre dans ce coin de terre que vous venez de signaler pour voir quand même quelles sont les composantes qu'il faut prendre en compte pour toute action. Donc, nous sommes au Kivu. Le Kivu, c'est l'est de l'ex-Zaïre, de la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Au nord, nous avons l'Ouganda. À l'est, le Rwanda et un peu plus bas, le Burundi. Alors c'est dans ce coin de terre donc qu'il y a eu en 94 le génocide qu'on connaît, et ce génocide qui, les derniers chiffres ont touché 1,5 million personnes. À l'époque, sur le Kivu, plus de 1 million de réfugiés du Rwanda sont venus s'installer dans le Kivu, le territoire donc, sur lequel on travaille. Et c'est donc le fait majeur qui est comment ce territoire qui a été complètement bouleversé par l'arrivée d'une population plus importante que celle qui était déjà sur place, comment elle vit. Un chiffre qu'il faut rappeler quand même pour montrer, depuis 1994, on estime que sur ce territoire, il y a eu 1 million de morts, dont personne n'a parlé, puisqu'il n'y avait pas, ça n'a pas fait l'événement. Donc nous sommes quand même dans un territoire où la mort est présente, elle est quotidienne, et il faut pas, dans nos analyses, il va falloir le prendre en compte. On est obligé de parler, comme vous dites, de survie, mais c'est y compris de survie physique par rapport à la mort. Premier territoire. Deuxième, pour aller vite, nous sommes dans une région où il n'y a pas d'État. Le Congo n'a pas d'État. Le dernier enseignant, professeur qui a été payé au Congo, c'est il y a 27 ans. Depuis 27 ans, aucun professeur n'a été payé, donc il n'y a pas d'éducation nationale. Il n'y a pas d'État en ce sens. Depuis 45 ans, il n'y a pas eu d'élection au Congo, donc le concept d'élection, il ne voit pas. Ça veut dire que nous ne pourrons pas faire appel à l'État. Pour s'en sortir, on ne peut pas faire appel à l'État. On ne peut pas faire appel non plus à l'aide extérieure, puisqu'on sait que, alors que le Congo est un des pays les plus riches au point de vue minerai, etc., il est légalement pillé par l'international, et pratiquement de cette richesse intérieure, rien ne revient à la population. Donc on ne pourra pas faire appel à l'État pour s'en sortir, on ne pourra pas faire appel à l'aide extérieure. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir inventer? Puisqu'on est la seule chose auquel on fera appel, et c'est ce qu'on va voir, on va faire appel à nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà un peu, on a fixé un peu le cadre dans lequel on est. Donc une culture de mort amplifiée alors par l'énorme phénomène du sida,
qui quand même touche de l'ordre de 35% de la population qui en meurt régulièrement. Donc on est vraiment dans une culture mortifère, etc. On est aussi dans cette culture de base qui est que si génocide il y a eu, c'est à cause de l'extermination interethnique. Et donc cette lutte dans le paysage, on voit en permanence encore, nous n'avons pas réussi à dépasser ce fondement de lutte interethnique et c'est ça qui est toujours présent. Voilà un peu pour situer le cadre, c'est pas rigolo, mais bon, voilà ce qu'on doit prendre en compte. Alors après, juste pour parler concret, 3 petites expériences sur lesquelles nous travaillons. Alors, on va d'abord aller au nord, à Bunia. Bunia, donc c'est au nord, c'est plus près de l'Ouganda. Sur ce territoire-là, il y a, et le recensement a été fait il y a 3 ans, il y a 55 000 enfants soldats qui sont là et qui théoriquement devaient être démobilisés. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ce fait-là? Qu'est-ce qu'on pouvait inventer? Alors je vais dire nous, mais c'est pas moi qui fais le travail, moi je ne suis que l'accompagnant. Alors tout un travail a été fait en disant, dans cette région, le Bunia est relié au lac Victoria par une route qui, à cause des luttes, était quasiment impraticable. Or, c'est du lac Victoria que vient le poisson, c'est par le lac Victoria que toutes les importations doivent passer, et donc Bunia était en train de mourir de faim, etc. Alors, tout un travail a consisté à, et ça leur a pris 2 ans, à aller rencontrer tous les seigneurs de guerre, tous les responsables d'ethnie qui occupaient tout au long de la route. Ça a pris 2 années de négociations pas à pas, et le succès est venu de ce qu'ils ont réussi à montrer que l'intérêt commun de tous les seigneurs de guerre, de tous les chefs ethniques, etc., c'était que cette route puisse fonctionner. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu réussir à ce que tout le monde se mette ensemble et dire comment on va négocier pour redonner vie à cette route, etc. Alors là, bon, on a eu beaucoup de chance, ça a marché. Et actuellement, ça donne la chose suivante. Tout au long de la route, vous allez trouver chaque ethnie est responsable de son morceau de route, de sa sécurité, mais aussi de son entretien. Et pour son entretien, donc, on a organisé alors des collectifs d'enfants soldats par groupe de 45 qui sont payés pendant 2 mois pour entretenir la route. Et la route est entretenue et au point de vue sécurité et au point de vue état physique. Grâce à ce système-là, les enfants soldats sont payés pendant 2 mois. Et grâce à cette paye, parce qu'on ne peut pas les garder plus de 2 mois tellement ils sont nombreux, mais grâce à cette paye relativement importante pour eux là-bas, pour le moment, on a 1/3 des enfants soldats qui, avec ce petit budget qu'ils ont gagné, se réinvestissent dans l'économie et ça y est, et on a gagné l'affaire. Voilà, donc c'est juste une expérience pour montrer que, après on en tirera les rencontres, c'est que quand on arrive à trouver l'intérêt commun d'une population, la mobilisation se fait facilement. Deuxièmement, quand on arrive à montrer que la solution, elle vient de ce que la population devienne actrice, et là on a rendu acteurs les enfants soldats, voilà une deuxième chose. Voilà une des petites expériences qu'on peut relever, qui est, voilà, qu'est-ce qu'ils ont inventé. Deuxième expérience, alors on descend d'un cran, on va à Goma, la ville de Goma, donc c'est la ville qui a été rasée par le volcan en 2002, et
cette ville de Goma, actuellement, c'est de l'ordre de 350 000 habitants. Alors, par rapport à ça, on a voulu s'attaquer au phénomène qui est le plus fort là-bas, c'est le phénomène du sida. Bon, la moyenne d'âge de Goma, c'est 23 ans. Ça veut dire que le sida a fauché toute une partie qui théoriquement devrait être plus âgée là. Donc c'est le phénomène numéro un auquel s'attaquer. Comment on allait s'y attaquer? Là aussi, bon, soit alors avec les grandes campagnes qui nous arrivent de l'extérieur en disant il faut prendre le préservatif, toutes les choses comme ça fait pas de mal. Mais on s'est aperçu que ça n'a aucune chose. Alors là, on a eu un coup de chance, on a dit la solution ne peut venir que de la population. Et la population qui est la plus à même de s'attaquer à ce problème, c'est la population jeune. Et la population jeune, donc, on a eu la chance là, de trouver un groupe un peu par hasard. On a d'abord essayé avec l'université, mais on s'est aperçu que l'université, les gens sont tellement coincés dans les règles de l'université qu'ils sont incapables actuellement de se mobiliser. Et là, le salut nous est venu alors des coiffeurs. Alors, à Goma, il y a 1500 coiffeurs, salons de coiffure. Un salon de coiffure, là-bas, c'est dans la rue, c'est pas nécessairement. Et ils se sont organisés en disant nous sommes les lieux les mieux placés pour parler du sida. Et donc, si vous allez à Goma, alors vous allez trouver dans chacun de ces salons une affiche qu'ils ont faite. Et l'affiche, c'est le cœur du salon maintenant. C'est une affiche justement qui montre comment aborder le problème du sida, etc. Et ils sont en train de s'appeler, alors ils sont en train de s'organiser, et ils s'appellent les coiffeurs citoyens. Et donc, actuellement, les 1500 coiffeurs donc, se réunissent régulièrement chaque mois. Ils passent tous dans des réunions de 3 heures. Là-bas, ils ont du temps. Une réunion de 3 heures, c'est quelque chose. Et voilà. Et actuellement, parallèlement, on les accompagne à ce que, tout en faisant cette action de prévention contre le sida, alors ils s'appellent aussi les pères éducateurs. C'est des mots qu'ils inventent. Là-bas, père, P-A-I-R, éducateur, ils s'appellent des pères éducateurs. Bon, ils inventent. Et actuellement, on les pousse, et ça avance bien, à ce que non seulement ils continuent ce travail-là, mais ils organisent la profession de coiffeur. Et là, c'est en train de déborder. Et actuellement, au niveau national, à cause de cette base de Goma, on est en train d'organiser la profession de coiffeur dans la République démocratique du Congo. Bon, là aussi, de cette expérience toute simple, c'est que, à la base, ne doivent s'attaquer au problème que ceux qui sont les plus touchés, et là c'était les jeunes qui se sentaient les plus touchés, que ceux qui sont capables de s'y attaquer, qui ont encore de la puissance pour s'y attaquer, et qu'on peut s'y attaquer en s'appuyant sur leur potentialité à eux. C'est des gens capables de réfléchir, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, c'est des gens capables de s'organiser, ils l'ont démontré. Voilà un peu qu'est-ce qu'on pourrait tirer de des manières de travailler. Troisième expérience, alors, si on descend encore un peu, on va à Bukavu, un peu plus bas. Là, alors, le phénomène auquel ils ont voulu s'attaquer, c'est le phénomène des violences sexuelles. Donc, nous sommes dans un territoire qui est en guerre permanente depuis donc une dizaine d'années, avec des hauts et des bas, mais la guerre est présente. Et on peut estimer que même que sur ce territoire, les derniers chiffres sont 35% des femmes ont été victimes de violences sexuelles. Donc, c'est pas un phénomène limité, quoi. Alors, plus gravement, quand c'est des viols, très, très souvent, et le drame, c'est des viols aggravés, parce que les gens se servent très souvent de leurs fusils pour les esquinter, etc.
Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, dans un premier temps, un groupe s'est créé, essentiellement un groupe de femmes, et leur premier objet a été de permettre seulement qu'il y ait expression des victimes, parce que les victimes ont beaucoup de mal à reconnaître. Parce que reconnaître qu'on a été violé, c'est perdre carrément son identité et ses chances de survie dans ce milieu-là. Alors tout un travail a été fait pour amener certaines victimes à oser s'exprimer. Ensuite, ils ont travaillé là-dessus. Et alors le passage se fait quand, au bout d'un moment, le groupe des victimes qui avait réussi à s'en sortir a dit mais pourquoi c'est pas nous qui serions les responsables? Et actuellement le groupe est composé pour 2/3, c'est un groupe qui doit tourner autour de 35 personnes, il est composé pour 2/3 d'anciennes victimes qui s'appellent maintenant les victimes actrices. Et alors on a été plus loin et on a dit il faut pas aussi rester entre femmes, etc. Et donc leur dernière découverte que j'ai vue l'autre fois, ils ont réussi à faire rentrer dans le groupe des militaires, parce que là-bas c'est beaucoup les militaires qui sont les acteurs des violences sexuelles. Et dans le groupe actuellement, on a une partie de ces 5 militaires qui ont réussi à s'engager dans ce groupe et à faire savoir qu'ils s'engageaient dans ce groupe-là. Alors là aussi, bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de là? Et alors, une de leurs dernières actions, et pour la première fois au Zaïre, enfin au Congo, il y a eu alors accusation publique d'un groupe de militaires qui avait violé, et c'est remonté, et actuellement le jugement est en cours, ce qui est une première là-bas. Jusque-là, on n'avait jamais osé dénoncer ça. Voilà donc un troisième axe qui montre que là aussi, c'est aux acteurs à s'organiser, c'est aux acteurs à trouver les solutions, c'est pas à nous de l'extérieur, et c'est d'emblée, il faut porter le champ au niveau politique, oser poser la question au niveau politique. Voilà quelques petits exemples pour montrer un peu quelles sont les actions très concrètes qui sont faites. Comme on le voit toujours, il y a à la base, la solution ne viendra pas de l'extérieur, la solution viendra de nous. Les solutions sont à inventer parce que c'est une situation limite auquel on n'avait jamais fait face. Alors, un des points cruciaux, c'est de trouver l'intérêt commun. On l'a vu pour Bunia là-haut, mais aussi pour le sida, c'est vraiment un intérêt commun. Contre les violences sexuelles, c'est un intérêt commun. Et un intérêt commun, on a vu que ce soit autant les hommes qui s'attaquent à ça que les femmes. Donc, première idée de base. Deuxième idée de base, alors, c'est penser que le moteur doit être la révolte. La révolte est le moteur qui va faire qu'on va se mettre à inventer la solution. Trop souvent, y compris en France, on ne voit pas la révolte comme quelque chose qui nous dit, quand la révolte sort, il faut l'écouter très fort. Et ensuite, on va s'appuyer sur cette révolte pour passer à la responsabilisation. Donc, deuxième idée à creuser sur laquelle on peut revenir, mais c'est important. Troisième idée, c'est tenir à la fois, dans toutes nos actions, les 3 dimensions. Bon, la dimension économique, parce qu'elle est toujours première, et par exemple, la dimension économique pour Bunia a consisté à effectivement trouver du travail à ses enfants soldats, etc. Mais aussi pour les coiffeurs, c'est organiser la profession de coiffeur, etc. Et justement, on est en train de chercher pour les violences sexuelles quelle va être cette dimension économique. Et actuellement, alors, elles sont en train de former des femmes qui pourraient être des sortes de médiatrices et qui seraient payées pour faire ce travail-là, toujours. Deuxièmement, la dimension politique. Dimension politique, elle est évidente, mais elle n'apparaît pas
toujours en premier. Or, là-bas, la dimension politique, elle est pour que, effectivement, ils prennent conscience qu'ils sont des citoyens. C'est un gros mot ici en France, c'est encore un plus gros mot là-bas, mais encore que naturellement, ils se sont appelés coiffeurs citoyens, en disant, ce faisant, nous sommes capables d'agir sur, donc d'avoir une action politique. L'action politique, c'est agir sur. Et elle est encore plus difficile là-bas parce qu'il y a une totale absence, cette dimension-là. Mais on y tient beaucoup. Et actuellement, alors, on pense que ces groupes moteurs qui se créent vont acquérir, de par même leur existence, un pouvoir politique. Et ils sont déjà reconnus dans la population. Et on pense que c'est à travers ces embryons de groupes de base qu'on va recréer quand même une démocratie à la base qu'il faut à tout prix inventer. Et la troisième dimension, la dimension culturelle, qui pour là-bas est essentielle et qui se traduit là-bas. Alors le gros problème du culturel là-bas, c'est donc cet interculturel, interethnique qui n'est pas clair. Mais il faut aller au-delà de ça et voir que la dimension culturelle, elle s'appuie essentiellement sur la dignité de l'homme. Dans les trois situations, les gens sont fiers d'être des coiffeurs citoyens et d'être reconnus comme des hommes simplement. Pour les victimes, c'est encore plus évident. Et donc, il y a tout un travail, une des forces quand même, une des potentialités populaires, c'est cette recherche de dignité, et qui est une des motivations sur lesquelles il faut s'accrocher, qu'on ne sait pas bien valoriser. En France, encore qu'en France, on le voit. Dans les banlieues actuellement, s'ils ont réagi aussi fort, c'est parce que, au terme de racailles, ils se sont sentis agressés quant à leur dignité. C'est là-dessus qu'il faut qu'on regarde de front, etc. Donc, alors le problème, c'est comment tenir en même temps ces trois dimensions, ne pas faire que de l'économisme, ne pas faire que du politique, ne pas faire fuir dans le culturel large, mais les tenir, cela, avec cette définition de la culture, donc que j'adopte à mon maître Paulo Freire, qui pour lui, la culture, c'est la manière dont un groupe humain répond aux défis de l'histoire. Si vous entendez la culture comme ça marche. Et donc, là, effectivement, la culture des banlieues, actuellement, c'est la manière dont ces jeunes des banlieues répondent aux défis que l'histoire leur donne en les coinçant dans ces banlieues. Alors, à ce cas-là, on va faire de l'action culturelle. Voilà. Dans ces trois dimensions. Et enfin, alors, peut-être pour avancer en termes de ce que j'appelle alors potentialité populaire, je crois que effectivement, premièrement, les gens sont capables de réfléchir, sont capables de ce qu'on appelle prendre conscience, faire des prises de conscience, alors qu'en général, on estime qu'il n'y a que les gros penseurs qui ont le droit de réfléchir, etc. Non, ils sont capables de réfléchir, ils sont capables de se mettre en recherche, et se mettre en recherche sur le point le plus fort, c'est la population qui connaît le mieux son territoire. C'est la population qui connaît le mieux le terrain, et donc ça, c'est le point fort. Les experts populaires, c'est les experts de la population qui connaissent le mieux la réalité, et donc on va partir de là, à partir de cette connaissance, qui est un outil remarquable, on va travailler avec eux, et on va se mettre ce qu'on appelle en recherche-action. La recherche-action, c'est pas décider à des grands chercheurs, non. Nous devons mettre la population, ces groupes-là sont des groupes qui sont en recherche-action systématique, bon, on sait le faire, et c'est de cette recherche-action que quand on aura bien fait monter l'intérêt commun, à partir de là, la recherche-action va devenir action, justement, comment on va à partir de là se mobiliser, dans le premier temps conscientisation, deuxième temps mobilisation et troisième temps organisation. Donc ça avec un cycle qui normalement, et qu'ils peuvent très bien faire et qu'ils font mieux que nous. Et toutes ces inventions là, c'est eux qui l'ont fait de bout en bout. On a été que accompagnés, donc c'est possible.
c'est possible d'inventer des solutions les mieux adaptées et qui partent que d'eux-mêmes et qui ne cherchent pas de l'aide extérieure, qui ne cherchent pas de l'appui extérieur, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est clair comme ça ou bien. Si, j'avais envie de dire que pour l'accompagnant, la première démarche, c'est une démarche d'abandon de sa prétention à apporter les réponses. L'abandon de l'idée j'écoute, mais c'est juste une technique de communication qui me permet ensuite de vendre quand même ce qu'il y a de bien. Ça veut dire que je donne véritablement les clés à ceux qui sont dans cette situation parce que je ne les ai pas. Donc il faut vraiment, c'est vraiment un point théorique tout à fait important. La question qui reste est qu'est-ce qu'il peut faire l'accompagnant, qu'est-ce qu'il apporte, peut-être un catalyseur, je ne sais pas. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de catalyseurs, ne serait-ce que leur donner confiance dans, dans ce qu'ils apportent. Il faut, mais je le fais, mais sans naïveté, parce que quand ils m'apportent quelque chose, je leur dis merci, parce qu'ils m'apportent quelque chose que je ne sais pas. Non, c'est tout bête que ça. Et les gens, ils sont surpris, mais les gens, ils croient que je le fais exprès. Je dis non, vous venez de me dire ça, je ne le savais pas. Et rien que ça, c'est une première chose. Mais quand même, alors, à un autre niveau, là, je joue quand même beaucoup là-dessus, parce que je leur apporte des expériences que j'ai vues ailleurs. Et là, je féconde quand même. Et bon, c'est une chance, comme j'ai eu la chance de vivre pas mal de choses. Et là, je crois qu'ils sont assez sensibles à ça. Je dis, sur telle situation, ça me fait penser. Et je dis, ben voilà, en Amérique latine, dans tel pays, sur cette situation, ils ont essayé ça, c'est tout. Et ça, je pense quand même, c'est peut-être une de mes spécialités à moi. Je fais plus qu'écouter, quand même, je prends le risque de leur dire, ben voilà ce que d'autres ont fait. Pas moi, ce que d'autres ont fait, etc. Et quand même, je les pousse, alors, je sais pas comment dire ça, je les pousse à la créativité. Chaque fois qu'ils veulent, parce qu'ils le font, ils sont tellement marqués qu'ils veulent copier des modèles étrangers. À chaque fois, je leur dis non, ça m'intéresse pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Et donc, et là, il faut qu'on invente des formules pour débloquer quand même la créativité. Et c'est là où en France, on n'est pas très fort là-dessus. Donc, j'ajouterai en plus de catalyseurs, propositions d'autres, ce que j'appelle des possibles non expérimentés, qui ont été expérimentés ailleurs, et donc pour nous, on va faire cela. Et puis alors, l'idée quand même de pousser à la créativité. Je pense que s'il fallait typer un peu mon accompagnement, ce serait les trois. Et vous aviez bien souligné qu'il y avait deux failles, deux impasses absolument à éviter, deux erreurs majeures, qui étaient soit j'apporte les solutions, taisez-vous, je vais vous les donner, soit moi je fais comme le psychanalyste, j'écoute, mais j'ai rien à apporter. Et donc là, pour participer à, la seule chose importante, et ça il faut le faire, c'est de dire, ben voilà, telle expérience autre, qui ne sont pas les vôtres, comme vous avez dit, et là on apporte quelque chose. Mais la posture doit être vraiment bien claire là-dessus, ce n'est pas un truc pour soit récupérer la chose, soit se mettre en retrait, on est embarqué. Et, enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, je leur dis, je vous apporte un montant, et deux, alors, justement, ce background de choses. Voilà ce que je vous apporte, c'est tout ce que je vous apporte. Mais par contre, pour eux, ils m'entendent très fort que je leur donne du temps. Je ne leur donne pas autre chose, mais je leur donne, et pour eux, ils l'entendent très très fort. Ce faisant, ils sentent que je suis engagé dans l'action. Enfin, pour eux, ils me sentent engagé. Enfin, je ne suis ni un témoin, ni etc. Je suis vraiment. Enfin, c'est eux qui me disent, ils disent, mais pourquoi vous vous engagez comme ça? J'ai dit, j'en sais rien, mais à venir ici autant qu'on travaille, quoi. C'est pas.
Et donc ça nous donne déjà quelques pistes pour des grandes situations que nous pourrions avoir ici. Et je suppose que vous n'avez pas réussi, enfin, n'avez pas arrêté de vous poser des questions lorsque vous aviez vu les banlieues ou autre chose qui pourrait nous arriver. Ouais. Alors, en termes de pandémie grippale ou autre, où on aurait des sociétés en situation très difficile, Ouais. où il faudrait accepter que c'est pas un grand plan international qui donne les solutions à tout, Ouais. mais qu'il faut reconstruire quartier par quartier, maison par Ouais. maison, ville par ville, remonter, Ouais. travailler avec les gens. Oui. Alors, c'est une des limites de mon expérience. Je n'ai pas, enfin, en tout cas sur ce coup-là, d'expérience de travailler au niveau d'un État ou au niveau d'une situation. Bon, j'ai pas cette expérience-là. Mon expérience, après une analyse quand même macro pour bien situer, mais après, alors, c'est quand même attaquer au niveau du micro et en s'appuyant sur ces fameuses potentialités populaires qui existent, mais pas seul auquel je crois. Actuellement, on fonctionne comme si l'homme n'était pas un être conscient, apparemment, puisqu'on traite les gens comme si c'était inconscient. On les informe. On fonctionne comme si l'homme n'était pas capable de liberté de choix, puisque actuellement, c'est une manière, on a une manière de fonctionner, ben, on ne va pas tomber là-dessus, comme si effectivement il y avait une majorité de gens qui étaient des sous-hommes et qui sont dirigés par des gens qui, eux, sont des hommes, etc. C'est impressionnant. Enfin, on ne va pas tomber dans ce pessimisme-là, mais ça me paraît important. Et les grosses difficultés, parce qu'on peut très bien avoir des soldats qui se refusent à accepter ces mouvements contre le viol, etc. Une université qui trouverait que c'est pas non plus un terrain sur lequel il faut conscientiser les gens. C'est pas évident. Il y a des risques. Il y a bon, le passage est étroit. Oui. Non, surtout le risque là-bas, c'est qui nous est arrivé quand quand une action a trop de visibilité. À ce moment-là, les gens que cette action gêne, ils tuent. Et là, ça nous est arrivé, un des groupes qu'on accompagnait, qui était en train de créer sur une zone ce qu'on appelait un noyau de légitimité. Parce qu'on cherche, il faut à tout prix réinventer l'État là-bas. Et donc on cherche à voir qu'est-ce que ça pourrait être un pouvoir populaire organisé à la base. Alors sur ce territoire, on avait pas mal avancé avec un noyau de légitimité composé de 25 personnes avec des représentants des pouvoirs traditionnels ethniques, avec des représentants de deux églises, avec des représentants de 4 ethnies. Et donc on avait réussi à créer cet embryon de pouvoir. Et c'est là où, alors, il y a un an maintenant, ils ont assassiné les 3 leaders de ce noyau, ont été assassinés. Parce que peut-être que ce noyau gênait, on pense que ce noyau gênait en particulier 2 seigneurs de guerre sur ce territoire. Et donc ça s'est payé donc, par l'assassinat de nos 3 leaders. Ou l'autre manière de faire qui était de récupérer les quelques têtes de réseau que vous avez mises en place pour les amener à la capitale et quelque part décapiter le. Oui. C'était aussi notre expérience. Oui. Là aussi, on a été obligé de les retirer pour des raisons de sécurité. Donc c'est une expérience. Non, là-bas, on vit dans l'insécurité totale. Donc il faut savoir qu'en plus, sur ces terrains-là, on intervient, mais sur un terrain particulièrement instable. Et donc le risque est là aussi. La seule compensation, probablement, c'est de se dire que si on ne le faisait pas, il n'y aurait que le risque et il n'y aurait aucune perspective d'avenir. Et l'autre aussi, mais quelque chose, la mort est présente. Dans notre groupe d'origine, là, il y a 3 ans, on était 30, 29, maintenant on n'est que 23. Donc il y a ces leaders qui ont été assassinés, mais aussi alors il y en a 3 qui, on pense, sont morts du sida. Mais là-bas, quand vous êtes mort du sida, on ne le dit pas. C'est une honte d'être mort du sida pour la famille ensuite. Et dans là-bas, on dit « Ah, il est mort ». Et alors ça aussi, ça vous met vous arrivez à un rassemblement, il y en a 2 qui manquent, et on vous dit il est mort. Oui, ça fait une culture assez dure à vivre. Oui.
Mais d'autre part, ça motive en disant justement, plus une culture est mortifère, plus il faut inventer de la survie, la vraie survie. Bien, on va voir Oui. éventuellement pour la France, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour affronter. Et là, la France, objectivement, c'est beaucoup plus dur en France. Bon, concrètement, il y a quelques années, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Construire des actions collectives, développer des solidarités » et qui voulait prétendre que cette manière d'agir que j'ai là-bas, on doit voir aussi la manière d'agir. Et c'est là en France, alors on a beaucoup de mal, le livre le démontre, à construire des actions collectives en France. C'est pas du tout dans la culture française. Pour aller vite, en France, on est marqué plus par une promotion individuelle que par une promotion collective. On est marqué par l'État qui programme tout. En France, dans la culture du programme, c'est l'État qui va programmer toute l'action sociale, tout ce que vous voulez. Et alors que normalement, l'action collective, elle doit monter de la base sous forme de projet. Alors qu'en France, tout est programmé, tout tombe d'en haut, et on a du mal à créer cette fameuse dynamique-là. Et en France aussi, alors, un handicap, c'est qu'on n'a pas de culture de la créativité en France. On a nos éducations nationales, elles font ce qu'elles peuvent, mais c'est vrai qu'on n'a pas, contrairement à d'autres, une forme de apprendre aux gens à inventer, apprendre aux gens à penser, hélas, ça aussi. Enfin, et donc, il est objectivement beaucoup plus difficile d'avoir ce type de réponse-là en France à cause de ces handicaps, à cause de cette culture. Inconsciemment, en France, quand il y a un problème, très vite, on va aller demander la solution à l'État. Ne serait-ce qu'on va aller demander de l'argent à l'État. Ce réflexe d'assistance est quand même le péché originel de la France actuellement. Nous sommes dans une culture d'assistance avec cette fameuse sécurité sociale qui est une véritable sécurité. Et c'est pour ça que toutes ces mobilisations populaires sont beaucoup, beaucoup plus difficiles en France, et on le voit avec, en particulier, la relative faiblesse des syndicats, du mouvement syndical, la relative faiblesse des mouvements populaires en France. On a quand même un déficit très, très fort par rapport à ces pays là-bas où ils sont obligés d'inventer, où ils sont obligés. La difficulté, c'est si nous, on se trouve une situation dans laquelle l'État n'a pas les moyens de donner réponse, et à ce moment-là, c'est un petit peu entre terreur et panique, parce que le modèle ne fonctionne plus. Voilà. Et objectivement, ce livre le démontre, c'est beaucoup plus difficile en France de repenser ce qu'on appelait autrefois une éducation populaire, de repenser des grands mouvements populaires, de repenser des grands mouvements sociaux. En France, on s'est épuisé en mai 68 et depuis, hélas, on n'a pas su trouver quand même. C'est tellement fort qu'en France, on n'ose pas parler de populaire. Oui, je viens de prononcer le mot éducation populaire, mais on n'ose plus en parler. De mouvement populaire, on n'ose plus en parler. C'est quand même grave, quand même, que le mot populaire en France, on n'ose plus l'employer en disant « Oh, ça nous remonte en 36, des choses comme ça ». Alors j'espère, mais en tout cas, moi, je n'ai pas honte de l'employer, j'essaierai de l'employer jusqu'au bout, et y compris en France. Bon, on risque d'en avoir besoin. Merci. Merci.